Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinessentiel. Je suis David Emmanueli. Et je suis Charles-Édouard Wasselin. Et ensemble, nous allons explorer la carrière d'un cinéaste dont l'œuvre est importante à nos yeux, Henri-Georges Clouzot. Qui était-il ? Qu'a-t-il fait ? Pourquoi a-t-il été oublié ? En quelques épisodes, nous allons balayer toute la carrière de ce réalisateur hors norme, étudier son style et tenter de comprendre son influence dans le cinéma moderne. Dans les 3 premiers épisodes, nous avons évoqué les 3 premiers films de Clouzot, L'Assassin habite au 21, Le Corbeau et Quai des Orfèvres. L'épisode d'aujourd'hui va être un petit peu particulier, puisque nous allons parler de 2 films, voire même de 2 films et demi, qui se sont produits entre 1949 et 1950. Bonjour Charles-Édouard. Bonjour David. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très très bien et toi ? Moi de même, je suis ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode de Cinessentiel. Pareil, ce qui est bien, c'est qu'on s'était fixé un horaire de début et on est vraiment pile à l'heure, donc c'est parfait, c'est génial, on est très Oui, on est vraiment très très bon sur les plannings et le respect des horaires, et ça, c'est important. Oui, on va nulle part sans structure, on est d'accord. Tout à fait, oui, on va couper ça. Je fais un petit résumé. Oui. On reprend un petit peu son histoire, savoir où est-ce qu'il en est, le petit Henri-Georges. Petit Henri-Georges, tout à fait. La dernière fois où on avait laissé Clouzot donc avec Quai des Orfèvres, qui gagne le prix à Venise, le prix de le Lion d'Or. Oui. Ce qui est, comme j'avais dit donc, dans l'épisode précédent, une sacrée revanche pour Clouzot. Parce que, après Le Corbeau et après toutes les aventures qu'il avait vécues avec ce film-là, ou plutôt les mésaventures, c'est pour lui quand même une grande réussite, cette reconnaissance, et ça va lui ouvrir quand même certaines portes. Ça va faciliter la suite de sa carrière, notamment avec les producteurs, entre autres, mais pas seulement. Aussi son rapport au public et son rapport avec les acteurs. Enfin, ça va quand même être un peu plus simple, quoi. Et donc là, on a un Clouzot qui décide d'adapter. Alors, il a toujours en tête cette histoire de Chambre obscure de Nabokov qu'il avait essayé d'adapter avec Sartre. On en avait parlé. Ils avaient travaillé ensemble 3 mois, tout ça. Et puis, en fait, l'histoire, c'est qu'il est dans un train, un Paris-Bordeaux. Et ce train est bondé. Il est bloqué entre deux molosses dans le train. Et il se dit, tiens, ce serait marrant qu'un homme passe dans un couloir, puisque donc à l'époque, c'est des couloirs avec des compartiments, et qu'il essaye de rejoindre une femme. Et c'est comme ça que ça commence. Et Clouzot dit toujours que son processus créatif commence toujours d'une image qu'il a en tête, et ensuite ça se développe à partir de ça. Donc ça, c'est ça, l'image en question, c'est celle-là. Et puis en fait, la nuit, puisque ça se passait sur une nuit à cette époque-là, le voyage, la nuit qui passe est pas forcément hyper confortable, puisqu'une fois de plus, il est bloqué dans un couloir entre 2 mecs qui sont manifestement assez forts. Et Clouzot imagine qu'en fait, ce serait plutôt une femme qui rechercherait un homme. Il inverse la situation, et donc de là part cette idée de film qu'il va développer pour donc Manon, puisqu'il s'agit bien de Manon. Je n'ai pas nommé encore le film, mais voilà, c'est Manon, qui sortira en 1949 et qui sera produit en 1948. Voilà, donc ça, c'est le point de départ. Et puis ensuite, il va commencer à écrire quelque chose, un traitement, et finalement, il va retomber sur le livre Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Mm-hmm. Et c'est ce qui va complètement structurer son film, puisqu'il reprend exactement la même structure. Moi, j'ai pas lu Manon Lescaut, je sais pas si tu l'as lu. À l'époque, mais bon, les souvenirs ne sont pas frais. Quand on lit le résumé, en fait, c'est le film. C'est exactement ça. Mm-hmm. Sauf qu'en fait, il transpose donc ces personnages qui sont censés être en 1700 quelque chose, je crois. Ça se passe au XVIIIe siècle. C'est ça, voilà. Tout à fait. Il les transpose dans l'après-guerre. Et donc là, on va retrouver le premier grand thème post-Quai des Orfèvres, qui était déjà un petit peu présent, puisqu'on en avait parlé. Il réglait déjà un petit peu ses comptes dans Quai des Orfèvres avec les dénonciations et puis le rapport à je suis un bon citoyen, je suis un mauvais citoyen, etc. etc. Là, c'est clairement... dans Manon, c'est ça, en fait. Il règle ses comptes avec la Libération. Oui, et puis la question, on en reparlera, le thème de la morale. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste, à quoi on est prêt pour arriver à ses fins. Voilà. Donc donc ça c'est un peu l'histoire, la genèse, on va dire. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment il va développer tout ça. Mais je te propose qu'avant de parler de ça, on parle tout de suite aussi un petit peu des conditions sur Retour à la vie, et puis ensuite sur Miquette et sa mère, qui sont donc les 2 films et demi, puisque Retour à la vie, c'est un sketch dans un film à sketch. Un sketch. Court-métrage, oui. Eux, ils appelaient ça des sketchs, mais à l'époque, un sketch, c'était pas la même chose que maintenant. Qui est donc un court-métrage qui est inclus dans un film choral de plusieurs courts-métrages, 5 en l'occurrence. Et donc, Henri-Georges Clouzot en réalisera 1. Et puis ensuite, Miquette et sa mère, qui sortira en 1950, dont tu nous parleras un petit peu plus longuement, parce que j'avoue que moi, j'ai pas eu le temps
de beaucoup me renseigner sur Miquette et sa mère, et puis je donnerai mon... Sur ce petit chef-d'œuvre, hein. Voilà, je vais donner mon ressenti. Tout à fait, c'est tout à fait ironique, évidemment. Mais ne gâchons pas nos ressentis pour le moment, on y viendra bien assez vite. Oui, donc sur Retour à la vie, en fait, pareil, hein, on est dans la continuité de Manon, qui rencontrera un certain succès critique en tout cas, puisque là encore pour Clouzot, deuxième Lion d'Or. Oui. Une victoire encore pour lui, hein. C'est un film qui donc sortira en 1949. Il faut savoir que donc en 49 sortent Manon et Retour à la vie, et puis ensuite sortira en 1950 Miquette et sa mère. C'est la période la plus prolifique de la carrière de Clouzot. Pas forcément la meilleure, hein. On va y revenir. Donc voilà, donc Retour à la vie, pareil, encore un autre angle apporté sur la libération. Et effectivement, puisque là en l'occurrence c'est un film à sketch, vraiment littéralement sur la libération, puisque chaque sketch s'appelle Retour de, et puis le personnage principal du sketch. Donc là c'est le retour de Jean qui est joué par Louis Jouvet, donc qu'on retrouve après Quai des Orfèvres. Voilà, bon. J'ai pas beaucoup d'autres choses à dire sur ce petit sketch, mais on en parlera peut-être un petit peu plus. Mais voilà, au niveau du contexte, en tout cas, on est là, quoi, hein. Clouzot, il est vraiment très prolifique, il a beaucoup de choses à faire, et en fait, il est en train de se défaire. Pour moi, c'est une période, mais on va en parler. Enfin, tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas, mais il est en train de se défaire un petit peu de ses oripeaux, de ce qui a fait son côté film policier, dont on avait parlé beaucoup déjà, Quai des Orfèvres, et puis même dans Le Corbeau et l'Assassin habitué 21, puisqu'en fait, ce sont trois films qui sont des films policiers à leur manière, hein. Oui. Et là, en fait, il est en train de se défaire de ça. Voilà, tout simplement. Et puis après, bon, donc en 1950, vient Miquette et sa mère. Donc là, je te laisse nous dire un petit peu. Je sais pas si tu as des choses à dire sur le contexte. Il y a pas. Oui, un petit peu. Alors c'est pas un film sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. On y reviendra. Sur le contexte, Clouzot, il voulait, comme tu l'as dit, il voulait toujours continuer à tourner Chambre obscure d'après Nabokov. Mais on lui a fait comprendre que c'était pas un sujet très, très convenable. Ouais. Et il avait un contrat avec un producteur pour qui il devait tourner un film. Alors il a voulu proposer au producteur de racheter ses parts, en fait, de lui rembourser l'argent. Le producteur n'a pas voulu. Et donc il lui a donné le choix entre quelques sujets de film. Et il dit que c'est pour l'embêter. Ouais. Je cite, il a choisi Miquette et sa mère. Et aussi, je pense, un petit peu pour essayer autre chose. Oui, je pense que c'est-à-dire que Clouzot, il fait ce qu'il fait toujours, hein, ce que font tous les plus grands réalisateurs et les plus grands hommes d'histoire, ils tournent un petit peu l'histoire comme ça l'arrange, parce qu'en réalité, bien sûr, je pense pas que Clouzot il s'est dit tiens je vais faire un bide, il s'est pas dit ça, quoi. Donc je pense non, mais je pense que aussi, encore une fois, il a voulu aller là où on l'attendait pas. Oui. Un peu comme pour le Corbeau. Oui. Il n'était pas censé faire ce genre de film, et là aussi il était censé adapter une pièce de théâtre et en faire quelque chose d'un peu léger. Ce qu'il a essayé de faire, mais c'est pas un grand succès. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On va y revenir, et on va y revenir tout de suite. Je te propose d'écouter un petit extrait. Alors, on va changer un petit peu la façon dont on fonctionne habituellement, puisqu'évidemment, là, il y a 3 films, hein, donc 2 films et demi. Évidemment, nous allons divulgacher à fond les films, hein. Donc, voyez les films si vous voulez les voir avant qu'on parle de ces films-là dans le podcast, parce qu'on va tout révéler, hein, donc on va pas s'encombrer d'histoire. Donc, voyez les films avant de commencer le podcast. On va parler beaucoup à la fois de notre ressenti, et puis ensuite on parlera aussi un petit peu de la production. Enfin, on va essayer de mélanger un petit peu tout ça pour bouger un petit peu la structure qu'on a habituellement, histoire que ce soit pas trop lourd pour vous, quoi, parce que sinon ça risque d'être un peu chiant. Est-ce qu'on essaye maintenant de les relier un peu par des thèmes ou pas ? Alors oui, c'est une solution. Oui, on avait dit ça, c'est vrai. C'est ça. De toute façon, on avait dit libération. C'est ça. C'est ce que tu as dit. Manon, c'est la libération. Retour de Jean également. Et d'un autre côté, on pourrait relier Manon et Miquette et sa mère sur la thématique de la relation amoureuse entre un homme et une femme. Ce sont les points que je vois. Oui, et faisons ça. On s'écoute un petit extrait, et puis ensuite on enchaîne avec ces thèmes. T'as pas honte de te mettre dans des états pareils pour une fille qui veut pas de toi ? À cause de qui, hein ? Qu'est-ce qui s'est toujours mis entre nous deux ? Qui lui a toujours donné le mauvais conseil ? Tu parles comme Manon a besoin de conseils. Tu comprendras donc jamais, mon pauvre. T'étais un boulet dans sa vie. Pire qu'un môme. Ça pouvait pas durer. Je la connais mieux que toi. Tu pouvais rien pour son bonheur, et elle, t'as bien vu, elle pouvait te dire que du mal. Eh ben c'est fini, c'est fini. C'est bien mieux pour tout le monde, tu veux me croire. Je te crois. Tu la portes maintenant. Pourquoi faire ? Tu veux me garder longtemps ? Jusqu'à ce qu'elle soit partie, tiens. Si je te lâche, tu vas filer de jeter à ses pieds. Et c'est toi qui lui demanderas pardon. T'en fais pas. Ce coup-ci, j'ai compris. Vrai ? Ah ben j'aime mieux ça. T'as rien regretté, tu sais. T'aurais jamais pu changer Manon, la nature de putain. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier les films par des thèmes qui leur sont communs.
Donc, dans un premier temps, on va vous parler de la Libération, puisque Clouseau règle un peu ses comptes avec la Libération, comme on vous l'a dit en exergue du podcast. Et ensuite, on parlera un petit peu plus de l'amour, puisque Clouseau va faire plusieurs histoires d'amour, en tout cas à travers ces deux gros films que sont Manon et Miquette. Je dis gros parce que c'est les plus longs. Donc on va essayer de les relier comme ça pour pas que ce soit trop répétitif, une fois de plus, pour pas que ce soit trop ennuyeux pour vous. Sachant qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a quand même plus de choses à dire sur Manon que sur Miquette et sa mère, et aussi que sur le retour de Jean, qui est un court-métrage. Je suis évidemment tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, Miquette et sa mère, bon, moi, tu sais, hein, c'est un mystère pour personne. On va pas tourner autour du pot. Moi, j'ai pas du tout aimé. Donc voilà. Et même si j'ai pas beaucoup aimé Manon non plus, je trouve quand même qu'il y a énormément de choses à dire dessus. En tout cas, des choses qui augurent de bonnes choses pour l'avenir de la carrière de Clouseau. Il est beaucoup plus riche que les deux autres. C'est ça. Je vais te pitcher Manon. Et ensuite, je vais te pitcher aussi Retour à la vie. Très bien. Enfin, le retour de Jean, donc. Oui. Et puis, je te propose que tu me pitches, toi, Miquette et sa mère, si ça te convient. Tout à fait. Allez, on y va. Manon, donc. Robert Desgrieux, un homme relativement pingre et faussement courageux, et Manon, une femme prête à tout pour échapper à sa condition, tombent amoureux au cours de la libération d'un village normand. Ils ne sont pas du tout faits pour être ensemble, mais tous deux s'enfuient à Paris retrouver Léon, le frère de Manon, qui a survécu de combine pendant la guerre. Alors que Robert voudrait une vie paisible en province, Manon rêve d'amants et de grande vie à Paris. C'est dans ce contexte que leur relation évolue jusqu'à ce que Robert, fou de jalousie, commette l'irréparable. Oui, c'est ça. Je suis assez d'accord avec ton résumé. Et c'est là, et ce qui est gênant aussi, on en reparlera, c'est que ce sont des personnages pas très sympathiques. Oui, c'est clairement même le gros problème du film. Hein, on va pas se mentir, c'est-à-dire que tu as quand même du mal à te projeter dans ces personnages-là. C'est ça. Ils sont tous détestables. C'est ça. On n'a pas d'empathie avec eux. Du coup, c'est compliqué de s'intéresser à leur destin. Ouais. Je vais te pitcher maintenant Retour à la vie, donc le sketch qui s'appelle Le retour de Jean, avec Louis Jouvet. Dans une pension de famille, Jean, un rescapé de la Seconde Guerre mondiale acariâtre, survit au milieu de la population fraîchement libérée ou en passe de l'être. Un soir, il découvre un soldat allemand en fuite dans sa chambre et refuse de le livrer aux policiers qui le recherchent. Bientôt, on apprend que ce soldat était un tortionnaire de la Gestapo. Jean va devoir faire face à sa morale. Voilà, donc là, petit court-métrage très Clouseau dans sa réalisation. Pareil, pas énormément de choses à dire dessus. Je veux dire, au final, c'est 15 minutes. Donc, rien qu'on ne connaisse pas déjà au vu de la carrière de Clouseau et de son rapport effectivement à la morale et puis à la libération. Parce que là, clairement, une fois de plus, je me répète, mais Clouseau règle ses comptes avec la libération. Donc là, on met en scène des personnages qui font des choix moraux et qui doivent faire face aux conséquences de ces choix-là, qui sont des choix qui ne sont pas toujours compréhensibles. Voilà. Moi, Retour à la vie, je ne sais pas trop ce que tu en as pensé. Le reste du film, je veux dire, j'ai trouvé ça un peu niais. Oui, c'est le problème des films à sketch, c'est un peu inégal. Il y en a des mieux que d'autres, mais globalement, ça laisse pas une impression. Ouais, je m'en souviendrai pas jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Exactement. Et puis je pense aussi qu'il y a un autre problème, c'est sorti en 49, la même année que Manon. Manon, ça sort en début d'année et ça en fin d'année. Le problème, c'est que c'est très tôt. C'est très très tôt pour. Alors c'est à la fois très proche, donc très frais dans la mémoire des Français, j'imagine. Donc c'est bien de sortir ce film-là. Au niveau commercial, c'est intelligent. Par contre, au niveau du traitement du sujet, il y a un côté un peu, soit je trouve trop léger en voulant faire un peu rire, soit un peu mélo qui tombe un peu à côté. Ouais, voilà. Je t'écoute pour le pitch de Miquette et sa mère. Alors, nous sommes en 1898. Miquette est une jeune fille sage qui rêve de théâtre et qui aide sa mère à tenir un bazar bureau de tabac dans une petite ville de province. Elle est amoureuse d'un nigo, fils... Pardon, mais c'est génial, ce terme. C'est vrai, non ? Elle est amoureuse d'Urbain de la Tour Mirande, un jeune noble un peu nigo et maladroit, dont l'oncle est un marquis vieux beau qui se vante de pouvoir séduire et entretenir Miquette. Oui, c'est bien pour pas avoir pas tout raconté, développer, quoi. Non, mais c'est très bien, c'est parfait, c'est très bien. Effectivement, bon là pour le coup, un essai, je dirais, de la part de Clouseau de faire de la comédie, je sais pas. C'est ça. Moi, je le vois comme une tentative, déjà une première tentative et une seule d'ailleurs d'adapter une pièce de théâtre. Oui. Puisque pour le moment, il a plutôt adapté des livres ou des récits, et un premier essai d'un film un peu léger, un peu comique, et en effet,
pas un grand succès. Ouais, c'est pas une réussite, hein. Vraiment. C'est pas une réussite, mais voilà, il a voulu faire des. Je pense qu'il n'a pas le sens du comique, il n'a pas le sens du drôle, en tout cas pas volontairement. Oui, du timing. Du timing, des dialogues, enfin, même du comique de situation, quoi, ça marche pas trop. Mais je pense qu'il voulait quand même faire derrière une petite critique. Parce que ça reste Henri-Georges Clouzot, une petite critique à la fois peut-être du monde du théâtre, à la fois de la bourgeoisie, à la fois de la vie de province. Ouais. Ce qu'il avait déjà fait dans Le Corbeau, mais là, avec cette histoire et ces personnages, ça tombe à plat. Oui, ça marche pas, hein, ça marche pas. C'est très lourd. Et pourtant, le casting est top, hein, parce qu'on retrouve quand même, entre autres, Bourvil, mais il y a aussi, comment elle s'appelle, l'actrice principale, là, Danielle Delorme. Danielle Delorme, qu'on retrouvera. D'ailleurs, j'avais été vraiment très surpris. Dans Un éléphant, ça trompe énormément, et tout à fait. Nous irons tous au paradis. Absolument. Voilà, et c'est vraiment très. Voilà, ça fonctionne pas, quoi. Je serais un peu moins dur que toi dans le sens où je trouve que c'est un mauvais Clouzot, mais c'est pas un mauvais film. Pour moi, c'est vraiment un mauvais film. C'est pas une mauvaise histoire d'amour un peu légère, un mauvais marivaudage. Moi, je trouve que dans le genre, c'est honnête. Mais ça reste pas passionnant en soi et c'est pas un bon film. C'était pas un bon sujet pour Henri-Georges Clouzot. Mais moi, j'ai vu plusieurs autres films de ce genre-là avec la jeune ingénue qui est perdue entre deux amours ou trois. Et voilà, dans le genre, ça respecte les règles. Ça fait le boulot. Il y a un petit peu de suspense, il y a quelques rebondissements et à la fin, tout finit bien. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que Miquette et sa mère, ce sera donc un film que Clouzot considérera comme son plus mauvais. D'ailleurs, on le disait tout à l'heure, il dit qu'en fait, ça a été pour faire chier le producteur parce qu'il voit bien que ça marche pas. Hein. Il n'est pas débile, il s'aperçoit bien que son film ne fonctionne pas. Après ça, il y aura quand même une grosse crise d'identité. Hein. On en parlera dans l'épisode prochain, mais après ce film-là, il remet même en cause en fait la forme même du film de fiction. Oui. Donc ça, c'est quand même pas rien. C'est quand même une sacrée crise pour Clouzot. Et Manon sera resté très très longtemps son film préféré, qu'il considérait comme étant son script le plus humain, ce qui est... Enfin, moi, je trouve que c'est effrayant, en fait, de dire ça de Manon, parce que vraiment, Manon, c'est un film... Enfin, voilà, on va parler de l'aspect... On va y venir tout de suite, là. On va parler de l'aspect libération. On va commencer par toucher ça. Et puis ensuite, on viendra sur l'aspect histoire d'amour, qui est très, très intéressant. Donc, pour commencer sur la libération, bon, là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Pour le coup, je pense même qu'il y a plus de choses à dire là-dessus que sur l'aspect histoire d'amour, puisque dans Manon, donc, c'est une histoire d'amour qui a lieu à la libération. Donc, c'est vraiment les deux. D'abord, la première chose à dire, c'est qu'on retrouve un petit peu toute l'équipe habituelle là depuis quelques temps de Clouzot. Donc il écrit le film avec Jean Ferry. Il écrira d'ailleurs aussi Retour à la vie avec. Il avait aussi écrit, je crois, les dialogues de Quai des Orfèvres, si je me trompe pas, avec Jean Ferry. La musique sera de Paul Misraki, ce qui n'est pas du tout habituel. Enfin, là, pour l'instant, on n'avait pas eu des films non plus avec une musique ultra présente. Paul Misraki, c'est quand même un grand monsieur de la musique française. Il a notamment fait la musique du Doulos. Vous savez que c'est un film, si vous écoutez Cinécure et si vous me suivez sur Instagram, c'est un film que j'aime beaucoup, le Doulos de Melville. Toi aussi d'ailleurs, David, si je me trompe pas. Absolument, bien sûr. Le fameux jazz rapide de Paul Misraki, c'est quand même grandiose dans le Doulos. Et puis, à la photo, Armand Tirard, décorateur Max Douy et directeur de prod Louis Wipf, qu'on retrouvait donc tous les trois déjà sur Quai des Orfèvres et Tirard même sur d'autres films. Et avec Max Douy, ils vont remettre en place le même modus operandi que pour Quai des Orfèvres, puisque Manon sera storyboardé entièrement, décoré, même on ira jusqu'à choisir les focales, etc., etc. Donc il est en train de perfectionner un petit peu ce mode de fonctionnement qu'il avait eu. Alors, pour le casting, d'abord, le film est marqué par la volonté farouche de Clouzot de travailler avec des jeunes acteurs. Parce que là, jusqu'à présent, il a travaillé avec des acteurs quand même relativement connus, hein, Louis Jouvet, Pierre Freinet, pour ne citer que, même Suzy Delair, même Ginette Leclerc, donc on en avait parlé à l'époque du Corbeau, était quand même relativement connus. Là, il choisit quasiment que des inconnus. Alors donc, dans le rôle de Manon, Cécile Aubry, qui a 17 ans. On a Michel Auclair, que moi j'aime beaucoup. Alors pas dans ce film, mais que j'aime beaucoup. Parce que j'aime pas son personnage. En fait, il est très bon, mais j'aime pas du tout son personnage. Et puis Serge Reggiani qui a 25 ans. Quoi. Oui. Donc ça fait vraiment bizarre de voir Serge Reggiani. Enfin pour moi, Serge Reggiani c'est un chanteur, parce que mon père aime beaucoup Serge Reggiani. Donc vraiment. Non, il a quand même joué dans des grands films. Non, il a fait mais il a fait plein de films. Mais moi, c'est vrai que je l'ai découvert par mon père et je l'ai découvert en tant que chanteur. C'est-à-dire que moi, j'ai été surpris quand j'ai vu la carrière d'acteur qu'il avait. Pour moi, c'était une sacrée carrière. Il joue dans l'Armée des Ombres. C'est ça. Trucs, et c'est le très, très fort. C'est le meilleur acteur du lot, quoi.
Oui, c'est le meilleur acteur du lot. Mm. Ouais. Oui, ça, il n'y a pas de. Là, pour le coup. Parce que c'est vraiment. Le film tourne autour de ce trio. Hein. Oui. Donc, Michel Auclair et Manon. Enfin, pardon, Cécile Aubry sont les deux acteurs principaux. C'est le couple, en fait, autour duquel tourne. Et il y a l'espèce d'empêcheur de tourner en rond qui est joué par Serge Reggiani, qui est le frère de Manon Lescaut, qui s'appelle Léon Lescaut. D'ailleurs, j'ai vu dans beaucoup de documents, on se réfère à lui en tant que Lescaut, ce qui est très rigolo, puisqu'ils s'appellent tous les deux Lescaut. Donc, j'étais un peu surpris de découvrir ça. Et donc là, on a ce trio d'acteurs qui sont donc des acteurs qui sont choisis. Je crois que Clouzot, il avait vu 800 filles pour jouer le rôle de Cécile Aubry. Au final, il choisit Cécile Aubry. Il va avoir une relation extrêmement trouble avec elle. Il va la faire venir chez lui plusieurs fois par semaine pour lui faire lire du Proust, pour qu'elle améliore sa diction. Il est très très heureux qu'elle fasse de la danse. Il fait beaucoup de réflexions sur sa souplesse. Moi, j'ai lu beaucoup d'interviews, de trucs comme ça. C'est vraiment très très limite. C'est vraiment... Tu sens que quand même, c'est pas très MeToo, tu vois, comme attitude. Et puis, Serge Reggiani dira de lui qu'il n'a pas eu de problème avec lui sur le tournage, mais que c'est beaucoup plus difficile quand on est une femme parce que, je cite, Clouzot est un peu misogyne. Ouais. On n'est pas surpris. Non, hein. tout à fait. On avait cru comprendre. Et puis, on a la mise en place du système Clouzot. Le système Clouzot, je veux dire le système de direction d'acteurs. Donc là, on a Clouzot qui met vraiment complètement en place son système de maltraitance, en fait, hein, parce que c'est ça, hein, c'est de la maltraitance quand même, clairement, qui va suivre jusqu'à la fin de sa carrière, malgré les reproches, malgré toutes les histoires, et on aura l'occasion d'en reparler là aussi. Donc là, c'est beaucoup plus facile puisqu'il a affaire à des acteurs qui ont la vingtaine, voire même moins dans le cas de Cécile Aubry. Et évidemment, il se permet des choses avec eux qui se seraient jamais permis avec Pierre Freinet ou avec Louis Jouvet. Jusqu'à présent, c'était surtout les femmes de la production qui morflaient un peu. Hein. On avait surtout Ginette Leclerc et Suzy Delair. Une fois de plus, on en a parlé dans les épisodes de Ciné Essentiel précédents. Là, clairement, c'est Cécile Aubry, Michel Auclair et Serge Reggiani vont tous prendre un peu plus, et particulièrement Cécile Aubry, évidemment, puisque de par son jeune âge et du fait que c'est une femme. C'est ça. Donc, il y a notamment le fameux plan dans la maison de mauvaise famille, là, en fait, le bordel, quoi, hein, ni plus ni moins. Il y a quand même 15 plans dans lesquels elle doit pleurer. Les premières fois, elle n'a pas trop de mal à pleurer. En fait, ça devient de plus en plus difficile au fur et à mesure des prises. Et à la fin, carrément, il la tape, quoi. Il la tape, soi-disant que Cécile Aubry lui aurait demandé « bats-moi ». Alors moi, personnellement, j'y crois pas trop. Voilà. Je pense que quand tu as 17 ans, tu te rends pas bien compte quand même de ce que tu demandes et de ce que tu fais, surtout face à quelqu'un comme Clouzot, quoi, qui était quand même déjà quelqu'un de très important dans cette industrie. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais... Je sais pas, c'est toujours des histoires un peu troubles, et j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, mais je suis convaincu qu'il a su... comment dire, entre guillemets, tout mettre en œuvre pour obtenir ce qu'il voulait, pour la mettre dans une condition qui lui permette d'exprimer son émotion, sans doute pas simulée. Ouais, voilà. C'est une phrase très alambiquée, mais t'as compris, Non, mais c'est exactement ce que je ça. voulais dire. C'est très clair. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. À mon avis, effectivement, clairement, il l'a tapé pour qu'elle réussisse à atteindre un certain niveau de misère physique pour être dans un état vraiment second, quoi. Et effectivement, elle a l'air d'être dans un état second. Donc voilà. Donc le film parle beaucoup de la libération puisqu'il prend place. Ça commence en fait ça commence sur un bateau. Et là aussi, c'est très bizarre parce que. Oui, d'ailleurs, ça me permet de revenir un petit peu sur la construction du film qui est en fait en flashback. Oui, exactement. Enfin, on est en flashback, enfin, on a une scène au présent, on parle en flashback, on revient au présent et après l'histoire suit son cours. Ça me permet de revenir sur le cast et de parler de Henri Wilbert, qui est excellent dedans. Henri Wilbert, c'est celui qui joue le rôle du capitaine du navire. Oui, c'est vraiment pour moi la voix de la raison, tu vois, le brave homme. Oui, exactement, c'est ça, exactement. Et je voulais aussi parler de Robert Dalban, que j'ai reconnu grâce à son nez, en fait, qui est un acteur qui a traversé un peu le cinéma français, qui a participé à beaucoup de films, souvent dans des tout petits rôles ou des seconds rôles vraiment mineurs, qui est celui qui va permettre à Manon d'aller voir Robert en lui soutirant ses sous, puis sa bijouterie, puis à qui elle propose même ses services, quoi. Eh bien, écoute, ça me permet, moi, de t'en glisser une comme ça en passant. Le second du navire est interprété par Michel Bouquet. Ah tiens. Un très très jeune Michel Bouquet qui a un tout petit rôle, mais c'est bien lui, et qui donne la réplique à Henri Wilbert. Eh ben écoute, voilà, donc entre là on a quand même un joli cast, hein, je trouve. Et Robert Dalban, vous le verrez, moi je l'ai vu dans Le Pacha et il est malmené par Gabin dans Le Pacha notamment, et donc reconnu grâce à son nez. Je me suis dit mais je connais ce type. Oui, puis il joue dans Les Tontons Flingueurs. Enfin, il joue dans une dizaine de films de cette époque, ouais, c'est sûr. Comme on vous l'a dit, on a un peu de mal à cerner parce que c'est un film qui est quand même difficile. Hein. C'est un film qui a, enfin, je sais pas, moi c'est une intrigue que je trouve un peu complexe. Puis ils ne sont pas sympathiques, quoi. Donc vraiment c'est compliqué d'en parler. On
On commence dans ce bateau où en fait on charge des réfugiés qu'on comprend être des réfugiés juifs, dont on ne sait pas trop ce qu'il va faire, mais qui cachent dans les cales. Et dans les cales, donc il y a toute une scène et on finit par trouver Manon Lescaut et Robert Desgrieux, donc Cécile Aubry et Michel Auclair, qui sont là de façon clandestine, et c'est comme ça qu'on les découvre, et c'est comme ça qu'ils viennent à raconter au capitaine leur histoire, et c'est comme ça que naît le flashback. C'est ça. Et Alors moi j'ai une idée là-dessus sur l'importance. Il y a une grande importance de la mise en scène sur ce film, on est tout à fait d'accord, et l'importance des lieux et des décors. Oui. Donc tu vois, on est donc dans un bateau, on est dans une église en ruine, dans une maison en ruine, dans un bordel, dans un appartement qui est en travaux, et après on se retrouve dans le désert. Donc je suppose qu'il y a d'abord des lieux cassés, abîmés, confinés, étriqués. Oui. Et après, on passe dans le désert, dans un lieu où on est à découvert, on est à nu et on est perdu, quoi. Je le vois comme ça. Mais c'est tout à fait, c'est une bonne lecture. C'est juste que ce qui m'a surpris, si tu veux, c'est cette scène donc au début avec ces réfugiés qu'on comprend être israéliens, juifs, qu'on va amener donc en Palestine. Ça, on va le découvrir au fur et à mesure du film. Il y a un côté, en fait, je trouve que Clouzot, à la fois, il veut régler ses comptes avec la population française bien pensante. En gros, c'est une manière de dire, mais je sais ce que vous avez fait pendant la guerre. Je suis pas naïf, tu vois. Comme lui, il a eu cette histoire si particulière avec le corbeau. Voilà, il est en colère, hein, clairement. Et d'un autre côté, il y a cette mise en scène donc, de ces juifs qui vont être transportés de façon clandestine jusqu'à Israël. Et en fait, j'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était une manière de... Enfin, tu vois, à chaque fois qu'ils sont mis en scène, ils sont quand même mis en scène comme des héros. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça ressemble pas beaucoup à Clouzot. Je suis pas en train de dire que ces gens-là sont pas des héros. Hein. Ils font quelque chose qui est très difficile. Ils partent clandestinement. En plus, bon, quand on voit la fin... Mais c'est pas comme ça qu'ils traitent les gens habituellement, Clouzot. Tu vois ce que je veux dire ? Ils traitent pas les gens en disant regardez comme ces gens sont héroïques, pas du tout quoi. Et d'ailleurs ces personnages sont pas traités comme des héros et les personnages tous les personnages qui tournent autour de la libération, puisqu'après donc on a le premier flashback dans le village en Normandie. Ce premier flashback là, il est horrible, tu vois, vraiment là il y a personne qui se sauve quoi. Les forces françaises sont stupidement morales, les villageois sont détestable. Il y a ces otages qui sont fusillés, qu'on emmène, qui marquent une sorte de pause dans ce récit. Enfin, tu vois, c'est très étrange, quoi. C'est très, à la fois, il est très, il reproche beaucoup aux Français, et puis d'un autre côté, en même temps, il est là, genre regardez, il met ces Juifs sur un piédestal. C'est pas que c'est pas bien, c'est juste que ça lui ressemble pas, en fait. Bon, je ne sais pas s'il les met sur un piédestal, mais je pense qu'il continue de s'interroger sur la morale, sur ce qui est juste, ce qui est bien. Est-ce qu'on peut reprocher à une femme d'avoir couché avec un Allemand ? Est-ce qu'on peut reprocher aux marins de se faire payer pour passer des Juifs ? Tu vois, c'est la question de qu'est-ce que tu es prêt à faire et qu'est-ce qui est juste pour toi dans ta conception ? Alors, je pense que c'est effectivement exactement ce qu'il a voulu faire passer. Je pense que c'est ça le propos. Et je pense que c'est complètement raté. Parce qu'en fait, à aucun moment, je suis en empathie avec Manon, par exemple, qui est un personnage... En fait, dès la scène de l'église, moi, je la déteste. C'est-à-dire que vraiment... Oui, mais je sais pas si on est censé l'aimer. C'est une vraie question. Ouais, je sais pas si on est censé la soutenir dans son attitude. Il y a cette scène vraiment très étrange où tu vois, ils sont dans l'église, où ils tombent amoureux. Déjà, tu ne le sens pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. À aucun moment, je me dis, ah oui, quel amour, qu'est-ce qu'ils sont, ils sont emportés par l'amour. Pas du tout, tu vois. Le plan d'avant, ils se tapent sur la gueule, le plan d'après, ils s'embrassent et ils vont se marier. Mais attends. Ça... C'est pas crédible. C'est voilà, pas crédible. Et après, il s'en va chercher une Jeep. Enfin, tu vois, il se met très en danger. Il la protège. Il se met en danger avec vis-à-vis des forces françaises. Et il va voler une Jeep américaine pour pouvoir l'emmener à Paris. Et quand il part, elle, qui était en train de pleurer en disant ne pars pas, ne me laisse pas. Enfin, elle est complètement éplorée. Il y a ce plan, tu sais, où elle se voit dans le bénitier, là, dans l'eau du bénitier, et elle se sourit. Et en fait, ça m'a fait penser à deux choses. Bah, déjà, d'une part, ça m'a fait penser que c'était quand même une sacrée connasse, parce que vraiment, voilà quoi, franchement. Et d'autre part, ça m'a fait penser au mythe de Narcisse. Tu sais, en fait, elle n'est attachée qu'à son image, quoi. Ah, mais oui, mais elle le dit. Mais en même temps, elle le dit. Et c'est ça aussi qui m'a agacé par rapport à lui, c'est qu'elle lui dit moi, je veux briller. Je veux profiter de la vie, j'ai connu la misère, je veux plus jamais la connaître, et que lui, il l'accepte. Donc à partir de là, il peut difficilement le lui reprocher. Oui, mais si tu veux, ce qui fait la particularité du film pour moi, et j'en reviens au thème de la libération parce que je veux qu'on parle de l'histoire d'amour et j'ai plein de choses à dire, mais avant ça, je veux qu'on parle de la libération. C'est ce contexte particulier. Tu vois ce que je veux dire ?
Il y a cette espèce de truc où il parle de ces clandestins. Il nous montre, il prend quand même le temps, tu vois, de nous montrer ces clandestins qui quittent, qui ont été, comme on le sait, pendant la Seconde Guerre mondiale, complètement, j'allais dire maltraités, mais c'est pas maltraité, c'est un génocide, quoi. Et donc, il nous parle de ces gens-là. Quel courage, regardez, ils sont incroyables, ils s'en vont, ils partent vers l'inconnu. Mais c'est ça, en fait. D'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est extrêmement actuel, tu vois, puisque on est en plein dedans avec la Syrie et tout un tas d'autres pays. Le thème de l'immigration pour les présidentielles, etc., etc. Là, il est clairement en train de nous montrer des immigrés qui partent et il nous met à leur place, tu vois. Ce sont des gens qui laissent tout. La plupart de ces gens-là voyagent avec un sac à dos, tu vois ce que je veux dire. Donc, clairement, il y a un propos là. Il fait pas ça par hasard. Il prend pas le temps de mettre tout ça en place juste pour rigoler, tu vois. Ouais. Et puis après, il nous parle de la libération. Il nous montre les Français. Donc, qui va nous montrer? Les profiteurs. Robert, qui est un mec qui est prêt à tout laisser tomber parce qu'il soi-disant tombe amoureux d'une gonzesse, la première qu'il a croisée. Manon, alors c'est vrai qu'elle est très très belle, c'est vrai qu'elle est très séduisante, c'est vrai que voilà, mais quand même, tu vois, ça me paraît dingue. Enfin, tu vois, je trouve que si tous les personnages avaient été comme ça dans le film, s'ils nous avaient montré des clandestins prêts à tout pour y arriver. Alors, ils sont prêts à tout pour y arriver, puisqu'ils s'en vont et qu'ils laissent tout tomber. C'est une lecture, on est d'accord, mais ils sont tous irréprochables. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont tous magnifiques, tous beaux, tous incroyables, alors que c'est pas Clouseau, quoi. Ça, c'est pas ce qu'il fait habituellement. Et de l'autre côté, t'as tous les Français je les trouve pas spécialement tous beaux. Enfin, ils sont plutôt misérables, non? Non, mais ils sont misérables. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont tous héroïques. Ouais. Mais bon, quand ils sont parqués à fond de cale, ils se mettent à chanter, ils sont tous hyper solidaires, tous unis. Mais ils vont quand même mal finir. Hein. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Je veux dire, c'est ça, t'as pas de rédemption et t'as pas de reconnaissance d'avoir été héroïque. Hein. Ça, je suis d'accord avec toi, complètement d'accord avec toi, mais quand même, ils meurent tous en héros, ils meurent tous en martyrs. Ouais. Ils meurent, tu vois ce que je veux dire? Et alors que Robert ne meurt pas en martyr, enfin s'il est martyr, c'est martyr de son histoire d'amour, on y reviendra. Et après, les Français qui nous montrent, c'est Monsieur Paul, c'est Léon Lescaut, c'est tous les gens qui collaborent, en fait, ceux qui achètent de la pénicilline après pendant le trafic. Enfin, des gens de la pègre et des profiteurs de... Il y a tout ce montage où il dit je fréquentais des gens étranges, tu vois ce que je veux dire, tout ça, quoi. C'est des gens, c'est des petites gens qui tentent de profiter, enfin, c'est des gratteurs, quoi. Tu vois, on est loin du récit national qu'on nous fait sur la résistance et sur les Français. Et là, on le retrouve, quoi. Oui, et là, c'est lui. Sur la bassesse humaine. Et... Voilà. Et c'est ce qu'on va retrouver dans Retour à la vie, le retour de Jean, où on a ce personnage principal qui est moralement louche, tu vois, qui fait un choix et qui essaye de s'y tenir. Alors, il y a aussi ce côté, dans Retour à la vie, un petit peu bien pensant, avec tout ce monologue sur l'humanisme et sur l'humanité que fait Louis Jouvet en disant aux gestapistes qu'à cause de ce qu'ils ont fait, ils n'arrivent plus à se regarder dans un miroir, quoi, parce qu'ils se disent comment c'est possible que les hommes fassent un truc pareil, quoi. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi. Mais je trouve quand même que c'est deux films où on retrouve ce côté extrêmement noir, extrêmement critique de Clouzot sur la population, sauf sur ses clandestins. Et je m'interroge. Je trouve qu'il y a quand même là matière à interrogation. Voilà. Non, je suis d'accord avec toi. C'est pas très clair, en tout cas pour nous. Bon, après, c'est un film qui est imparfait, clairement. Enfin, on l'a déjà dit, hein, on va le répéter, je pense, pas mal de fois. C'est un film qui a un certain nombre de problèmes. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter sur la Libération. Le commentaire qui en est fait est pas glorieux, quoi. Non, mais ça poursuit l'idée de la période de collaboration avec le Corbeau. On revient sur des gens qui profitent de la fin de la guerre, qui essayent de se faire de l'argent, de manipuler, enfin, de trafiquer avec les Américains, etc. Oui, profiter de tout le monde, puisqu'il y a même cette scène où ils se font passer pour frères et sœurs tous les deux. Ah oui. Mais on peut imaginer aussi que c'est ce qu'elle dit. Ils ont connu la misère, ils ont connu la guerre, la collaboration, l'occupation. Oui, tout ça, quoi. Donc maintenant, on en profite. On est prêt à tout pour ça, d'ailleurs. Je justifie pas, hein, j'essaye juste évidemment, mais de dire. Voilà. Tu vois, dans cette scène-là, donc j'ai revu le film pour le podcast, je l'ai vu ce matin. Cette scène-là, à haute voix devant mon écran, j'étais là, mais. Tu vois, quand elle dit je déteste la misère, mais qui aime la misère, quoi? Elle dit oui, mais je suis comme ça, c'est vrai, je suis volage, je suis ceci, je suis cela, mais c'est parce que tu connais pas ma vie, moi je déteste la misère. Mais tu vois, personne n'adore ça. Enfin, tu vois, bien sûr, mais il y en a qui encaissent, qui intériorisent. Elle est pas comme ça. Mais je m'interroge vraiment sur le fait qu'elle soit manipulatrice ou naïve. Enfin, tu vois, est-ce qu'elle est complètement ingénue, est-ce qu'elle est complètement perverse, est-ce qu'elle est vraiment les deux? C'est ça qui m'a agacé aussi. J'ai pas réussi à la situer.
Clouseau la définissait même comme si- une ingénue vicieuse. Donc voilà, on tire les conclusions qu'on veut de ça. Hein, Bah oui, voilà, mais bon. Alors là, on va pouvoir parler, si tu veux, hein, de l'histoire d'amour. Voilà, moi je pense que c'est le plus gros problème du film, hein, clairement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc dans un plan, c'est sa prisonnière, il doit la retenir. Même il la tape à un moment donné. Il la frappe, il se fait griffer lui au visage, mais lui il la gifle, quoi. Et le plan d'après, il est amoureux, mais pas juste amoureux. Si tu vois, s'il s'était embrassé, pareil, dans cette église. Oui, c'est ça, il est fasciné, il est... Mais si tu veux, si le thème du mariage venait plus tard, ça m'aurait pas choqué, j'aurais pu comprendre. Mais là, en fait, ce qui manque dans ce film, c'est de la nuance. Il n'y a aucune nuance. C'est-à-dire qu'on passe d'une détestation ou d'un truc hyper froid, tu vois, genre vous êtes ma prisonnière, vous pouvez pas partir, à je t'aime, marions-nous, tu vois. Et tu dis, mais attends. Oui. Soit on est dans l'un, soit on est dans l'autre. Il manque un morceau, quoi, on dirait. Mais c'est ça, quoi. Il y a un moment donné, ils peuvent s'embrasser. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Il peut très bien tomber amoureux d'elle sur le moment. Il la rencontre, effectivement, il la sauve de ce truc. On a bien compris le propos de Clouseau sur les femmes rasées. D'ailleurs, il en montre deux à un moment donné. Et ça fait vraiment très, très, très mal au cœur parce qu'on se dit que ces femmes-là, elles survivaient, en fait, quoi. C'est tout, hein. Elle faisait ce qu'elle pouvait pour survivre dans une période compliquée, certaines avec plus d'entrain que d'autres, hein, j'ai bien conscience, mais bon, d'une manière générale, on sait pas comment, on sait ce qu'on a déjà dit quand on parlait du Corbeau, on sait pas comment on aurait réagi pendant la guerre, donc voilà. Mais c'est vrai que elle a pas l'air elle ne formule strictement. En fait, d'un côté, elle est extrêmement extrêmement actuelle et moderne, Manon, parce qu'elle ne formule aucune excuse. Ah oui. Elle est ce qu'elle est de façon. Elle est tout à fait en accord avec elle-même, hein. Oui, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est sûr, mais le problème, si tu veux, c'est que... Elle vit dans le moment présent. Non, mais c'est un personnage qui est passionnant et intéressant, mais si tu mets quelqu'un en face qui a un tant soit peu de quelque chose qui va arrondir ces angles-là ou qui va réagir à ça, et en fait, lui, il est toujours dans cette espèce... En fait, il est niais, quoi. Ben, c'est ça, et absolument. Autant elle est manipulatrice, autant lui, il est naïf, idéaliste et un petit peu niais. Et c'est aussi là qui m'agaçait. C'est ça. Elle m'agace parce que j'arrive pas à la situer, et lui m'agace parce qu'il réagit pas, il se laisse complètement mener par le bout du nez avec ses grandes idées. Et c'est là où leur relation amoureuse, elle est asymétrique et elle est biaisée dès le départ parce que lui veut la sauver. Alors que elle, oui, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il dit, je vais être sauvé. C'est ça. Alors qu'elle, elle veut pas du tout être être sauvée. Elle veut briller, elle veut profiter, elle veut vivre dans sa conception à elle. Et du coup, ça peut pas marcher. Lui, il veut en faire une petite femme au foyer. Il le dit. Hein. C'est ce qu'il dit. Tu t'occuperas du linge, du marché, tu joueras la petite ménagère. Bah, évidemment, ça peut pas marcher avec une fille comme Manon qui veut vivre la grande vie et profiter. Qui dit, il faudra me couper les jambes pour que je danse, pour que je refuse de danser. Ouais, c'est exactement. Si tu veux, ce qui est rageant, en fait, c'est que ces personnages-là sont intéressants, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose c'est le rythme, je crois, qui fonctionne pas. On est toujours dans cette espèce d'extrême, donc soit ils sont dans l'extrême amour, soit dans l'extrême détestation. Tu vois, la scène du bordel, c'est pareil, quoi. Tu dis, mais attends, il lui crache au visage, quand même. Tu vois, c'est d'une violence, c'est quand même... c'est extrêmement violent. Et là, la scène aurait pu être passionnante, quoi. Et d'un seul coup, tu comprends pas, quoi. Il s'en va, il est parti, ça y est, quoi. Ça y est, il a réussi à se libérer de ce truc-là. Et il se retourne et dit, mais avant de partir, mais non, voilà, tu vois, c'est pas ça. du tout. Personne ne fait ça. Enfin, et j'en rajoute un bout et c'est ça, quoi. On n'en finit pas. Avant de partir, laisse-moi te regarder dans les yeux. Ben non, tu sais très bien que tu vas pas y arriver. Enfin, tu vois, clairement, tu es dans une situation là, ça ne marche pas, quoi. Et justement, tu en parlais un petit peu plus tôt. La scène que je sauverais, c'est la scène du train. Et je sais pas si tu as remarqué, c'est la seule scène où on ne voit que Manon toute seule. Ouais, mais ça, c'est... Enfin, avec d'autres personnages, mais pas les autres, pas son frère et pas Robert. Oui. Et là, c'est très mélo, mais vraiment, on la voit traverser ce wagon en jouant des coudes, en bousculant les autres. Et là, elle m'est apparue naturelle et sincère. Alors là, cette scène est fantastique. C'est donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la scène qui a donné l'idée du film à Clouseau. Ça m'a fait penser, mais je te l'ai dit tout à l'heure, je l'ai répété parce que les auditeurs, c'était hors ligne, donc évidemment les auditeurs n'ont pas pu l'entendre. Mais moi, ça m'a fait penser à cette scène du jour et l'heure de René Clément, qui sortira en 1963. Il y a une scène du train aussi beaucoup plus angoissante, sur laquelle a travaillé Costa Gavras d'ailleurs, en tant qu'assistant réalisateur. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais parce que voilà, ça m'a fait penser à ça. Mais là, cette scène, elle est faite, par contre, elle en 49, celle de René Clément, c'est 1963. Hein, donc il y a quand même 14 ans de différence entre les deux films. Et c'est admirable de voir ce que Clouseau arrive à faire avec cette scène, quoi, parce que c'est vraiment très impressionnant techniquement, je veux dire. Je sais pas bien comment il a réussi à faire ça. Je me demande s'il a pas attaché
attacher la caméra au plafond. Alors ça, c'est dans Le Jour et l'Heure, justement. Ah, c'est ça. C'est dans Le Jour et l'Heure qu'ils ont attaché la caméra au plafond, que le chef-op Mmh. est C'est pendu ça. à l'envers pour cadrer, en fait. Tout simplement. Alors, oui, c'est ça. On parle juste de ça 5 secondes. Cette scène est fantastique, d'une angoisse incroyable. Ouais. Là, c'est pas exactement ça. C'est pas une scène particulièrement angoissante. Mais tu vois, une fois de plus, quelle motivation. Je ne comprends pas. Et d'ailleurs, parlons de cette scène, mais la scène juste avant, donc, elle fait enfermer Mhm. Robert au cinéma. Elle part pour faire ses Mhm. valises pour aller se marier avec un autre homme Oui. pour juste son argent, hein, clairement, c'est clairement ce qui est dit. Juste avant que le téléphone sonne et qu'elle découvre que Robert, 1, est libre, Mhm. et 2, que Robert a tué son frère, elle gambade dans son appartement, littéralement, et elle fouille dans sa valise pour se parfumer en souriant. Et t'es là, genre, Oui, oui. enfin, tu vois, je veux C'est dire, très bizarre. c'est très Mais- bizarre de fonctionner comme ça. Enfin, c'est pas comme ça que je mets en scène quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Non, elle a des petites phases comme ça où elle est plus honnête. Moi, c'est ce que je me demande. Elle trompe Robert, elle lui ment, elle le manipule. Mais justement, elle renonce à Ralph, là, l'Américain, qui est riche et qui voulait bien la laisser libre de vivre sa vie. Pourquoi elle court rechercher Robert? Est-ce que ça la rachète auprès de nous finalement, elle choisit Robert, entre guillemets. Alors auprès de moi, pas du tout. Je me demande si ça, la scène du train Oui, oui. et sa mort, puisqu'elle meurt à la fin, est-ce que ça la rachète? Est-ce que le discours qu'elle fait à la fin, lui redonne un petit peu d'épaisseur et un petit peu de sympathie? Je pense que dans la tête de Clouseau, probablement. Mais moi, Mais dans la tête de Charles-Édouard, pas top. pas vraiment. dingue, pas ouf. Vraiment pas, Mhm. pas du tout même, disons-le, hein, pas du tout. Mhm. C'est-à-dire que vraiment, j'ai enduré 1h30 de ça, Ça, quoi, de c'est- cette espèce de métronome où d'un côté, puis après de l'autre, et à chaque fois dans l'extrême. Et à la fin, t'es juste fatigué, quoi. T'as envie de dire, bon, faites ce que vous voulez. Ouais, M'en fous. ouais. Faites ce que vous voulez, ça me regarde plus, quoi. Je dis, ce qui est très rageant, c'est qu'il y a plein de moments qui sont extrêmement bons, extrêmement drôles, bien écrits. Tu vois, je pense notamment quand il lui dit, tu pourras vivre sans moi, et qu'elle lui répond, je peux pas vivre sans argent. Mhm. Ou je t'aime, Bob, je n'aime que toi, mais lui, j'en ai besoin. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est des moments qui sont comme ça, qui sont très très bien écrits et très bien pensés, mais c'est juste que ces personnages-là manquent de nuances Ouais, et c'est qu'en ça. fait ils sont antipathiques, ils sont niais. Alors lui, il est niais, elle est manipulatrice, mais tu comprends, enfin tu vois, tu ne comprends pas. C'est juste qu'il y a des moments tu ne comprends pas, quoi. Et peut-être qu'ils sont juste trop jeunes, tu vois. Mais Bah c'est ça, on est partagé. Si, je pense, et puis il y a un problème de jeu, hein, clairement. Enfin, moi, j'ai pas du tout été convaincu par leur jeu du tout. Si elle avait été une vraie, j'allais dire, femme fatale, enfin comme Ginette Leclerc, plus manipulatrice, assumée, ça aurait été quelque chose. Ouais. Ou si elle avait été une vraie ingénue oui, voilà. qui vraiment comprend pas le problème, ça aurait été encore autre chose. Et là, elle aussi entre les deux, et on n'arrive pas à la cerner, et elle en devient agaçante, et lui aussi par sa mollesse et son... Alors justement, puisqu'on parlait de l'histoire d'amour là et que tu parles de Jeune Premier et tout ça, parlons un peu de Miquette et sa mère du coup, parce que ça nous donne quand même quelques indices, je trouve, sur la façon parce que là Manon c'est en fait un reflet de la vie de Clouseau avec Suzy Delair. Hein. Et d'ailleurs, le tournage se déroule donc en 48, comme je disais tout à l'heure, du 26 avril au 9 décembre 48, notamment avec des scènes qui sont tournées dans le désert, pour lesquelles étaient prévus 12 jours de tournage. Ils ont eu beaucoup de mal à trouver un endroit, finalement ils tournent au Maroc. Les 12 jours se transforment en 5 semaines. Le producteur se désengage parce qu'il ne peut pas payer, c'est trop long. Donc c'est Clouseau qui paye lui-même et qui a une équipe qui est quasiment en rébellion. Hein. C'est très très difficile de tourner. Ils tournent avec des températures folles en journée, et la nuit ils dorment sur place dans des tentes que l'équipe construit. C'est-à-dire que c'est pas du tout prévu par des gens. C'est la même équipe qui tourne, qui construit les tentes. Ils dorment là avec des températures, comme tu peux t'imaginer, dans le désert qui sont catastrophiques. On se retrouve avec une situation qui est intenable pour l'équipe et pour Clouseau. Et quand il revient du désert à Paris, l'appartement est vidé, Suzy Delair est partie. Voilà. C'est juste pour dire que ce film lui aura coûté sa relation avec Suzy Delair. Clouseau, il aura quand même eu beaucoup de mal, on va en reparler plus tard, à trouver des femmes qui vont vraiment l'épauler, quoi. Je crois qu'il avait quand même un petit problème avec ça. Hein. Après, on parlera de son rapport au sexe aussi, parce que c'est quelque chose. Oui, mais ça nous permet de mentionner que sur Miquette et sa mère, la script girl, c'est Vera. Voilà. C'est-à-dire qu'il l'a déjà rencontrée, Il l'a déjà rencontrée, mais là, elle est officiellement engagée sur le film, et ça deviendra sa femme en 1949. C'est ça. Alors, parle-moi un petit peu de Miquette et sa mère, alors, que je puisse réagir.
Que je puisse m'énerver. Alors, que tu puisses t'énerver un petit peu, mais pas pour les mêmes raisons. Bon, C'est ça. Miquette C'est vrai et que je sa suis très mère, calme depuis le début. Donc... c'est, de toute façon, c'est une adaptation d'une petite pièce de théâtre légère, d'un vaudeville. Oui. Donc, on ne peut pas non plus en attendre grand-chose sur les considérations, sur l'âme humaine, etc. Ouais. C'est quelque chose qu'il a dû faire un peu contraint et forcé. Mais moi, j'y vois aussi peut-être un retour sur ce dont on a parlé, son amour du théâtre et du musical. Ah, mais je pense que lui est passionné. Je pense que c'est une posture qu'il prend en disant j'ai fait ça pour emmerder le producteur. Je pense que vraiment, sincèrement, il aurait voulu faire un petit peu une œuvre de musical au théâtre, quoi. Et d'ailleurs, toute la mise en scène nous l'indique. Mais il a dit que c'était compliqué, qu'il avait du mal adapter du théâtre au cinéma, puisqu'au théâtre, c'est du spectacle vivant, il y a une interaction avec le public, il y a quelque chose qui est improvisé tous les soirs. Au cinéma, il n'y a pas cette réaction et donc le spectateur est passif. Là, je pense que c'est ça aussi qui l'a gêné. Il est dans une situation où clairement, il essaye de faire du théâtre, quoi. C'est ça, absolument. Il essaye de faire du théâtre, mais donc voilà, c'est un film qui montre son goût et qui est comme un hommage au théâtre, où il y a en effet des apartés. Parce que moi, j'avais jamais vu ça comme ça, des personnages qui brisent le quatrième mur et qui s'adressent aux spectateurs sans être entendus des autres personnages dans la scène. C'est très énervant. Pour faire des petites remarques. C'est assez agaçant, des petites remarques amusantes, entre guillemets. Il y a aussi ces cartons. Qui ponctuent les scènes et qui sont un peu critiques, un peu ironiques. C'est vraiment, on a vraiment l'impression qu'ils donnent des coups de coude aux spectateurs pour leur dire t'as vu, c'est rigolo, hein. En fait, tu sais ce que j'avais l'impression de voir quand j'ai vu le film, j'avais l'impression de voir un spectacle de Guignol, en fait. Oui, il y a de ça. Il y a de ça où on prend le public comme complice, comme témoin. Et sauf qu'au théâtre, ça a une toute autre saveur. Dans un film, c'est un peu laborieux. Et donc, voilà, il y a cette histoire de Mickey. Encore finalement, une jeune femme un peu naïve, un peu candide, mais alors beaucoup plus morale et beaucoup plus innocente que Manon. Mais on est quand même sur cette jeune fille qui est un peu perdue, un peu rêveuse, et qui se retrouve entre 2 voire 3 hommes différents. Qui veulent la séduire. T'as Urbain, donc joué par Bourvil, qui est le vrai amoureux, on va dire, puisque elle est amoureuse de lui, mais elle lui dit pas, et lui est amoureux d'elle, mais il lui dit pas non plus, donc il se tourne autour. Bourvil qui prend un peu ce rôle qu'il avait au musical, de mec un peu bené. Un peu bené, voilà. Fait. C'est ça quand même, c'est là-dessus que c'est comme ça qu'a commencé sa carrière. Donc c'est ça, et c'est comme ça qu'on le connaît, hein, comme personnage pâteau mais touchant. Voilà. Après t'as le marquis. Son nom. Le marquis, donc alors Saturnin Fabre, qui est un monstre de théâtre et de films de cette époque, que moi j'aime assez, qui me rappelle un peu Noël Roquevert, tu sais, dans les précédents films de Clouzot, la vieille baderne là, qui sait tout mieux et qui. Oui, puis son personnage est très très drôle. Oui. Son personnage est très très drôle. Il est drôle, il sait faire, quoi. Clairement, il sait faire. Et puis on retrouve Louis Jouvet, qui joue le directeur de la troupe de théâtre, qui joue le spectacle auquel assiste Miquette et qui la transporte au point de vouloir faire du théâtre. Qui la transporte, il la fascine, oui, c'est ça. Et alors, qui est très bon aussi dans son rôle de vraiment le vieux cabotin qui en fait des caisses et qui sait tout mieux que tout le monde et qui pense qu'il est formidable. Donc on est moins là dans un rapport. Alors on en discutait, on est peut-être moins dans un rapport amoureux ou de séduction, mais pas d'amour. En fait, ce qui est rigolo, c'est que les deux vieux, donc Jouvet et Saturnin Fabre, veulent séduire, mais presque pour eux, en fait. Tu vois, c'est une question. C'est ça, pour se dire qu'ils sont encore capables de le faire et qu'ils ont encore des attraits. Alors que Urbain, lui, il est vraiment sincèrement amoureux. Mais c'est vraiment des personnages de théâtre, hein, c'est ce que tu disais, quoi. C'est ça, c'est des caricatures, c'est des archétypes. C'est presque une pièce de boulevard actuelle, quoi. Ah, ben c'est ça, de toute façon, c'est un vaudeville, ça peut devenir un boulevard, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je te disais que dans le genre, moi, je trouve que c'est bien. Oui, c'est pas c'est juste que. Mais je précise bien dans le genre. Voilà. Moi, je trouve que c'est un peu. Ça manque de. Enfin, je sais pas. Il n'y a pas le timing, il n'y a pas tout ça. On voit bien que Clouzot. Parce que, et je suis d'accord que Clouzot, c'est pas un comique. Enfin, c'est pas un comique. Il n'a pas le sens du comique. Non.
Et du coup, c'est pour ça que ça tombe un petit peu à plat. Ça pourrait être beaucoup plus enlevé, beaucoup plus drôle, beaucoup plus boulevard, porte qui claque. Mais c'est très rigolo, tu trouves pas? Parce que quand on parlait de sa carrière au musical et du théâtre et tout ça, il a quand même bien galéré au début, Clouzot, tu vois. Il voulait vraiment faire du théâtre, il était vraiment à fond là-dedans, du musical ou des choses comme ça, et ça n'a jamais décollé. Et on voyait ses films, et moi personnellement, quand j'ai commencé à connaître Clouzot et que j'ai commencé à me renseigner pour Ciné Essentiel d'ailleurs sur sa vie, que j'ai commencé à lire sur lui et tout, je me disais, mais en lisant au tout début, quand il parle des premiers films, je dis attends, mais L'Assassin habité au 21, Le Corbeau, Quai des Orfèvres, comment c'est possible qu'un mec qui ponde ses 3 premiers films comme ça, il est raté autant, tu vois, je me disais. Et après, tu vois Mickey et sa mère, tu fais ah oui, d'accord. J'ai compris. C'est-à-dire qu'effectivement, au théâtre, il y a une certaine exigence que tu n'as pas au cinéma, parce que ce n'est pas les mêmes arts. Et effectivement, il n'était juste je pense qu'il il maîtrise l'écriture, la psychologie des personnages et la dénonciation de certains thèmes. Oui. Il maîtrise pas le rythme, l'humour, la répartie, le dialogue léger, quoi. On peut pas tout faire, on peut pas tout savoir. Bah non, et puis surtout quand tu as un tel talent pour faire ce qu'il fait avec les passions humaines, comme tu dis, parce que c'est exactement ça. Hein. Ce serait un petit peu injuste qu'en plus on sache mettre en scène tellement bien de la comédie, tu vois. Tu aurais quand même envie de dire, bon, ça va, quoi. Exactement. Pas tout le monde. Alors, quand même, là aussi, je sauverais vraiment la dernière scène. Ah, celle avec les auteurs, là? Oh là là, j'ai failli casser ma télé. Celle où il y a les auteurs qui apparaissent et ils disent d'accord, mais ce sera un film alors. Enfin, tu vois, je sais plus ce qui se passe exactement là quand ils sont sur le pont à la fin. Non, la pièce de théâtre. Ah, oui, d'accord, tu veux dire toute la séquence, ok, d'accord. C'est pas la toute dernière scène. Oui, ok. Mais la scène qui dure quand même un certain temps, cette dernière scène qui est donc cette avant-dernière scène qui est une représentation d'une pièce de théâtre durant laquelle, en coulisses, vont se régler les différentes problématiques que le film a soulevées, les différentes histoires d'amour, les différents quiproquos, etc. Ouais. Je trouve que là, techniquement, c'est quand même impressionnant, on tourne tout autour du plateau et on voit à la fois les trucages un peu désuets de l'époque, et les personnages qui interagissent, qui disent où est-ce qu'elle est, mais pourquoi, alors ils se changent, ils préparent leurs accessoires, etc. Et là, il y a du rythme, et là, ça va vite. Et là, je trouve qu'on prend du plaisir à voir ce qui se passe. Alors, je vais te dire un truc. Une fois de plus, je vois ce qu'il a voulu faire. Mais malheureusement pour lui, il y a peu, j'ai vu un film que je vais mettre en relation avec Mickey et sa mère à la fin de l'épisode. Oh là, le suspense est insoutenable. J'en reparlerai. Et ce film-là explose à tout niveau. Et en plus, il a quelques années de moins. Explose à tout niveau le Mickey et sa mère, quoi. C'est vraiment... Enfin, tu vois, non. Pour moi, ça fonctionne pas. Voilà. Mais je comprends ce que tu veux dire et je comprends pourquoi ça te plaît. Je l'entends, mais c'est vrai que moi, ça ne me l'a pas du tout fait. Quoi. Ça te laisse froid. En plus, j'ai vu ce film après et vraiment, j'ai fait ah oui, voilà, ça c'est ok, ça d'accord. Oui, là, ok, ça fonctionne. Mais encore une fois, hein, je dis pas que c'est un chef-d'œuvre. Je dis que dans ce film qui fait le job, cette scène sortait du lot. Ouais. Qu'est-ce que je vais te dire? Je voulais quand même juste parler d'un petit truc parce qu'on l'a dit, hein, on en a parlé, mais il y a quand même quelque chose qui m'a fasciné en revoyant Manon là ce matin. C'est en fait la présence de la jalousie une fois de plus. Là, ça fait quand même 2 films où la jalousie est fortement présente, et là encore plus parce que je rappelle quand même que le film se termine donc sur cette fameuse scène où il ensevelit Manon dans le désert et en disant moi je suis heureux parce que ça y est. Tu es à moi. Quoi. Tu es à moi, les autres ne viendront plus te prendre ou te salir. Plus rien ne viendra abîmer notre amour, jamais. Les autres ne viendront plus te prendre ou te salir. C'est quand même... Et donc la mort, c'est quand même le dernier refuge des jaloux, et j'ai pas pu m'empêcher, surtout que là où il l'enterre... Alors, comment je vais expliquer ça? Chronologiquement, si vous voulez, ils rentrent dans le désert, ils arrivent à une oasis, Manon dit « c'est le paradis ici, ne partons pas ». Robert insiste pour suivre le reste des clandestins et dire mais tu vois bien que tout le monde s'en va, partons. Manon lui dit tu verras, tu le regretteras. Ils s'en vont, ils font une traversée horrible. Quelques minutes plus tard, ils sont dans un autre endroit qui est vraiment désolé, quoi, un endroit horrible. Et elle dit, lui il dit on était dans le paradis, nous voilà dans l'enfer. Et ensuite, il se passe ce qui se passe, elle meurt, il revient sur ses pas et il n'arrive pas à aller jusqu'au paradis puisqu'il veut l'enterrer au paradis, il n'y arrive pas. Il l'enterre dans l'enfer. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à l'enfer en fait, parce que j'ai lu là dernièrement, il n'y a pas longtemps justement, sur l'enfer de Clouzot, sur comment ça s'était passé la production. On aura l'occasion d'en reparler, il y aura un épisode là-dessus de Ciné Essentiel. Je trouve quand même qu'on tourne un peu autour du pot et qu'il y a quand même
des thèmes qui vont culminer avec ce bid, enfin ce ramassage pour Clouseau, qui va être très très difficile à vivre pour lui, qui va le tuer d'ailleurs, hein, on peut le dire dès maintenant, c'est pas un spoiler que de dire ça. Voilà, ça m'a fait sourire, entre guillemets, parce que c'est terrible, mais ça m'a fait quand même sourire. Ah oui, la jalousie est clairement... Enfin, l'amour, la loyauté, la trahison, la jalousie, le pardon, donc on tourne toujours... la relation, on tourne toujours autour de ça dans ce film, et clairement, c'est quelque chose qui le travaille, et qui le tracasse aussi, sûrement dans sa vie personnelle, je pense, et dans sa vie professionnelle. C'est ce que je te disais, oui, c'est basé beaucoup... Sur sa vie avec Suzy Delair, et puis ce sera basé sur sa vie avec Vera, puisque ce sera encore plus terrible, je pense, sa vie avec Vera. Moins avec sa dernière épouse, mais sa dernière épouse avait, je crois, 20 ans ou 25 ans de moins que lui. Donc, encore une fois, pas très MeToo. Et même là, je reviens sur Manon, et même la voix off de fin, là, un peu conclusive, m'a pas du tout convaincu, hein, pour le coup. Je trouve ça lourd, quoi. Alors... Il y a plein de choses qui sont explorées dans ce film et qu'on va retrouver après. Il y a notamment un retour de ce montage en question-réponse dont on avait parlé pour Quai des Orfèvres. Ouais. À quelques reprises, il le fait et ça fonctionne bien. Et puis, il y a cette utilisation des répliques du film, effectivement, à la fin, où en fait, lui revit des moments. Robert revit des moments où elle lui a parlé. En fait, il fait lui-même son montage audio, entre guillemets, pour avoir ce dialogue avec Manon. Tout ça, c'est des choses... Il y a aussi, formellement... Bon, d'abord, il y a une lumière Alors incroyable. Oui, je sauve complètement la mise en scène, le travail sur l'ombre et la lumière, hein, dont on avait déjà parlé depuis le début, en fait. Et graphiquement, artistiquement, c'est un beau film. Oui. Ça, l'importance des lieux et des décors aussi, on en a parlé rapidement. Et ce que je trouve intéressant aussi dans la mise en scène, il y a certains cadrages qui sont faits à travers, tu sais. Tu vois à travers la fenêtre de la cellule du bateau, tu vois à travers la fenêtre cassée en Normandie, tu vois à travers le confessionnal. Et je pense qu'il y a quelque chose là. Il veut nous parler du cadre et de la position de la personne qui regarde et de ce qu'elle voit. Dans la scène des femmes rasées, la scène au début où il rencontre Manon, il l'attrape et il la met dans une espèce de maison en ruine. Et puis, il y a quelqu'un qui se tourne et qui dit « Taisez-vous les otages ». Et donc, la caméra se place derrière toute cette espèce de meute. On voit les otages, la caméra se décale. Et en fait, au début, les otages sont dans un cadre naturel, puisqu'ils sont dans une espèce d'encadrure de maison, quoi. Nous, on est derrière, comme si on faisait partie des spectateurs, entre guillemets. Puis les otages font le tour de la maison et la caméra se décale et les otages passent devant. Et d'un seul coup, la meute est encadrée dans la fenêtre. Et là, je me suis dit, il y a un truc aussi, quoi. Il y a quelque chose qu'il est en train de nous dire. Le problème, c'est que je ne sais pas quoi, parce que c'est un peu le problème de ce film-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais c'est très difficile de savoir quoi toujours, quoi. Il y a aussi des explorations, notamment avec le plan vertical là, du bateau, tu sais, au tout début, quand ils sont sur le bateau, là, il y a un plan qui est incroyable, j'avais jamais vu ça. Il y a plein de choses, quoi, qui sont explorées, plein de choses qui sont super, mais... Un peu trop, quoi, en fait. Voilà, un peu. En fait, pour moi, c'est ce que j'avais déjà dit la dernière fois quand on en discutait, ce sont des films de transition, quoi, tout simplement. Il est dans une transition, il essaye de se défaire de cette image de film policier, et il veut passer sur autre chose, quoi. Voilà. C'est ça. Il essaye le film tragique avec Manon, il essaye le film comique avec Miquette. Il fait le film à sketch. Le film à sketch. Je pense que ça lui convient pas trop et il revient à des choses beaucoup plus qualitatives après. Sur Miquette et sa mère, c'est la même équipe. Hein, on retrouve à la lumière. Et Jean Ferry à l'adaptation. Voilà, Tirard, de toute façon, ça va être il sera encore présent un petit peu. Hein, il s'en va pas tout de suite. Voilà, bon. Formellement, j'ai pas grand-chose à dire sur le film. Hein, je veux dire, la lumière, tout ça. Bon. Non. Voilà, il n'y a pas grand-chose à raconter. Je te propose qu'on s'écoute un petit extrait et puis qu'on conclue, hein, parce que mine de rien, ça nous fait un gros tronçon central de l'épisode, là, puisqu'on a essayé de faire un petit peu différemment, sinon ça risquait d'être un peu répétitif. Donc j'espère que c'est pas trop long pour vous. On va vous mettre un petit extrait, puis on revient pour conclure. Et tu la lances comme ça, une femme qui t'a fait tant de chagrin. Ah, tu n'es pas chic, Aldebert, pas chic du tout. Qu'est-ce que tu veux? Et que j'ai retrouvé mes 20 ans? Mon cœur ne supporte plus le partage. Alors, on va conclure ce long épisode de 2 films et demi. Et avant de complètement conclure et de discuter un petit peu d'autres actualités diverses et variées et de préparer les auditeurs aux épisodes qui les attendent, je voulais savoir, est-ce que tu as des films à recommander en lien donc avec... Alors, on va pas faire Retour à la vie, hein, parce que c'est un film à sketch très particulier, c'est un court-métrage, donc voilà. Mais avec Manon et avec Miquette et sa mère, est-ce que tu as quelque chose à conseiller à nos auditeurs ? Oui, écoute, de toute façon, les liens que l'on fait entre les films sont subjectifs, et heureusement. Oui. Pour l'histoire d'amour un petit peu tragique, moi, j'ai envie de parler d'un film qui est un classique, mais que j'ai vu il y a relativement peu de temps, ce sont Les Parapluies de Cherbourg.
Ah, joli, ouais. de Jacques Demy. Ouais. Donc, on n'a rien à voir dans le style ni dans les personnages, mais cette histoire d'amour tourne avec un fond de guerre d'Algérie et avec une très jeune Catherine Deneuve qui avait dans la vingtaine à peu près, un de son premier grand succès. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à Manon. Alors moi, je ne l'ai pas vu, donc ça me donne envie de le voir, du coup. Je sais qu'il est sur Netflix pour nos auditeurs. Il est dispo sur Netflix. Mais alors, quand tu parles de films très différents, je vais te dire que tu vas écouter le film que je conseille. Et là, on est vraiment à 70 000 km de là. Puisque le film que je recommande, moi, pour Manon, c'est 500 Days of Summer de Mark Webb. Avec Zooey Deschanel et... Joseph Gordon-Levitt. Merci. Donc voilà, donc vraiment, pareil, alors plutôt je dirais pas un classique au titre de Parapluie de Cherbourg, mais un petit film indépendant quand même relativement connu qui a été vu et revu, que j'aime beaucoup parce que histoire d'amour impossible, un personnage quand même un peu niais aussi, qui attend beaucoup de l'autre, un personnage masculin, je veux dire, un peu niais, et une femme qui n'est absolument pas complexée par ce qu'elle est et ce qu'elle a envie d'être, quoi. Eh bien, écoute, à ta grande surprise, je ne l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu? Donc, je vois ce que c'est, j'ai vu les extraits, la bande-annonce, mais je ne l'ai pas vu. Eh bien, je te propose, moi, de regarder 500 jours ensemble, et toi, de regarder Les Parapluies de Cherbourg, et puis de nous en faire un petit retour la prochaine fois. Alors, 500 jours ensemble est disponible sur Disney+, je le dis pour nos auditeurs, et Les Parapluies de Cherbourg est disponible sur Netflix. Voilà, comme ça, vous savez. Attention, on est dans Ciné Essentiel, pas dans Cinécure aujourd'hui. C'est vrai, mais c'est vraiment une déformation professionnelle, tu sais, il faut pas le prendre mal. Qu'est-ce que mais voilà, je te propose qu'on les regarde, et puis on se fait un petit retour en une phrase la prochaine fois. Ouais, ça marche. Allez, on fait comme ça. Pour donner un petit rendez-vous à nos auditeurs. Allez, on fait comme ça me paraît une très bonne idée. Est-ce que tu as un film à conseiller maintenant en rapport avec Miquette et sa mère? Oui, alors là, je vais jouer simplement sur l'actrice. C'est un film avec Daniel Delorme qui s'appelle Voici le temps des assassins. Un film de 1956 de Julien Duvivier avec aussi Jean Gabin et Gérard Blin, dans lequel on retrouve Daniel Delorme dans un rôle qui n'a rien à voir avec Miquette, pour ton grand plaisir, où elle joue une jeune femme manipulatrice, justement, qui va malmener... Tu voulais faire Miquette et sa mère ou tu voulais faire Manon? C'est ça, c'est un petit peu ça. Pardon. Mais elle a plutôt même si on la connaît aussi pour les films avec Jean Rochefort, elle a plutôt une formation de tragédienne, en fait. Oui, complètement. Oui. Donc c'est l'histoire de deux hommes honnêtes et intègres qui sont amis et qui vont se retrouver manipulés par cette jeune femme qui débarque dans leur vie, et je ne t'en dis pas plus. Ouais, du coup je vais le voir aussi, puisque je le recommande. Je sais pas trop comment, parce que il est disponible mais nulle part. Enfin, il est disponible à la location en VOD. Bon, je le trouverai peut-être dans ma médiathèque. Et alors moi, le film que je vais recommander et dont je parlais tout à l'heure, c'est To Be or Not To Be de Hans Lubitsch, puisque là on a vraiment en fait un film quasiment théâtral aussi, qui se passe aussi dans le milieu du théâtre et qui se passe aussi avec des rebondissements dans tous les sens. Alors moi, je l'ai découvert à l'Unipop du Jean Eustache à Pessac. Donc là, si vous êtes de la région bordelaise, je ne saurais que trop vous recommander de vous abonner à l'Unipop et d'aller voir. Il y a des conférences. Tous les jeudis soirs, il y a quelque chose. Tous les jeudis soirs, il y a un événement. Franchement, les circonstances dans lesquelles j'ai découvert ce film, c'est incroyable. L'écran énorme. La salle est grande. Je crois qu'il y a 400, 500 places, je sais pas, mais ça me paraissait énorme. En plus, c'était précédé d'une intervention de Vincent Duluc, qui est un écrivain, un journaliste sportif, mais qui a écrit un bouquin sur Clark Gable et Carole Lombard, bouquin que je me suis d'ailleurs procuré. Et voilà, franchement, meilleures conditions pour découvrir To Be or Not To Be, que je n'avais jamais vu, et dont tout le monde me disait, mais il faut absolument que tu le vois. Et je me disais, oui, ce sera probablement un énième film rigolo des années 40. Non, franchement, là, c'est le maître étalon de la screwball comédie, comme je vous en parle souvent sur Cinécure et puis sur mon compte Instagram. Franchement, tu l'as vu toi, David? Oui. Mais incroyable. C'est amusant parce qu'on retrouve encore, c'est autour de la Deuxième Guerre mondiale, donc du coup ça nous rapproche plus de Manon que c'est ça. C'est drôle, les allers-retours. Mais oui. Oui, mais c'est vraiment, voilà, c'est super. Voyez-le si vous avez l'occasion. Lui, il est en streaming sur Canal+, si je me trompe pas. Donc si vous êtes abonné Canal, vous y avez accès, mais ne perdez pas une minute. Découvrez ce film rapidement. Dès ce soir, dès maintenant, allez-y. Il n'est pas impossible que j'en parle sur Cinécure. Voilà. Alors, on va conclure cet épisode. David, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, pour le moment, nulle part. Je réfléchis vaguement à me créer un profil sur ce qu'on appelle MySpace. Je ne sais pas si tu connais cette plateforme qui est toute jeune, là, qui démarre, pour parler un petit peu de ce qui se passe dans le monde culturel. Bon, très bien, écoute. Alors,
Dès que le MySpace de David sera ouvert, on vous donnera ses coordonnées pour pouvoir le contacter sur MSN Messenger. C'est ça. J'hésite avec un 3615, mais je suis pas sûr que la compatibilité soit encore existante. Pour nos plus jeunes auditeurs. À vérifier. Et quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, @charledy, comme d'habitude, vous le savez. Je parle quasiment que de cinéma, évidemment. Je parle beaucoup de cinécure. Tous les premiers mercredis du mois, un nouvel épisode de cinécure. Tous les deuxièmes mercredis du mois, un épisode bis de cinécure où je mets en relation des films avec les films du podcast qui sont sortis la semaine précédente. Et ensuite, tous les troisièmes mercredis du mois, cette mini-série que j'ai l'honneur de faire avec David sur donc la carrière d'Henri-Georges Clouzot, comme vous le savez bien, puisque vous avez écouté l'épisode jusque-là. Et d'ailleurs, nous vous en remercions. Absolument. Ciné Essentiel est un podcast qui est produit par David et moi-même pour Vaisseau Hypersensas, le tout sous la houlette de Adrien Larouzet, mon producteur de charme et de talent, que je remercie. Et d'ailleurs, je les remercie tous, Vaisseau Hypersensas et Adrien, pour leur bienveillance et leur patience. Nous, on se retrouve donc dans 2 semaines pour un épisode de Cinécure. David, toi et moi, on se retrouve dans 1 mois. Alors, on va parler de quoi la prochaine fois ? Eh bien, on va poursuivre chronologiquement la carrière d'Henri-Georges Clouzot avec, je vous le donne en 1000, Le salaire de la peur. Et on va faire un petit détour par la crise d'identité majeure d'Henri-Georges Clouzot qu'on a effleuré dans cet épisode et dont on vous parlera donc plus amplement le mois prochain. Oui, on fera un petit détour par le Brésil. D'ici là, bonne année à tous, bien évidemment, si on vous l'a pas déjà souhaité. Et surtout, bonne santé. Et surtout la santé, évidemment. Et puis, prenez bien soin de vous, regardez des bons films, partagez-les. À très vite. Ciao. À bientôt.